Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce débat, pacte de non-agression entre Peul et Dogon. La paix est-elle possible? Un pacte de non-agression a été signé mardi 28 août entre les Peul et les Dogon d'une trentaine de villages dans le cercle de Koro, région de Mopti. Cet accord, selon ses initiateurs, vise à rétablir le climat de paix et de cohésion sociale d'antan dans cette zone. Quelles sont les chances de réussite de ce pacte? Quel sera son apport pour le retour de la stabilité dans la zone? Nos invités sont Ishaka Kamara, il est sociologue à l'université de Bamako. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Amadoun Diko est le président de la jeunesse Tapital Poulakou. Bonsoir. Bonsoir, tonton. Et nous recevons aussi monsieur Adama Djongo, il est de la jeunesse Djina Dogon, président de l'association Dogon Vision. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sidibé. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Alors, sans autre forme de transition, nous allons suivre cet élément de Amadoun Diko du studio Tamani, Amadoun Maïga de studio Tamani. On s'est engagé à ne plus s'attaquer, de ne plus enlever les bétails et de laisser les gens circuler librement, de fréquenter les différents marchés ainsi que les villages. Que chacun soit libre de ses mouvements comme d'habitude. Vu les circonstances, il est temps que nous nous ressaisons, que ce soit les Peul ou les Dogon. Nous avons toujours vécu ensemble. Il est temps qu'on reconnaisse que c'est des gens qui sont en train de nous influencer, que cela cesse. En tout cas, moi j'ai espoir, puisque ce n'est pas d'autres personnes, c'est nos enfants, que ce soit Peul ou Dogon, c'est nos enfants, c'est nos frères. Il est temps qu'on les sensibilise pour que chacun revienne à la raison. Nous avons vraiment espoir. Après la signature de ce document, les choses ne doivent pas rester là. Les organisateurs affirment que plusieurs actions sont prévues comme une série de sensibilisations et la mise en place d'un comité de suivi. Ce dernier a pour rôle de continuer les concertations entre toutes les parties afin de consolider cet accord. Souleymane Bari, porte-parole des chefs de village Peul. C'est un contenu qui doit ramener les esprits et les uns et les autres à la raison pour une réconciliation. Nous nous sommes engagés à mener tous nos efforts pour que la paix et la stabilité reviennent dans ce pays, dans le cercle de Koro, en faisant des sensibilisations, en installant un comité de suivi qui doit s'occuper de concerter les côtés pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Je l'appelle que vraiment ils prennent connaissance de l'acte que nous avons signé aujourd'hui et qu'ils se disent que la paix que nous sommes là pour chercher aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous conduira dans le meilleur sens. Depuis quelque temps, au centre du Mali, plusieurs communautés s'affrontent, dont principalement les Peuls et les Dogon. Ces différents affrontements ont occasionné le déplacement massif de la population. Alors, monsieur Ishaka Kamara, votre avis sur cet événement qui a réuni Peul et Dogon le mardi en 8 dernier? Et je voudrais d'abord commencer par vous remercier, M. Sidibé, pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur vos antennes. Et je pense que cet événement, effectivement, qui a réuni les deux frères, je veux parler de Peul et Dogon, pour convenir de quelque chose afin d'avancer un peu vers la paix, ça a été un événement bien heureux. Je pense que c'est vraiment un événement bien heureux, sauf que je pense que qu'il faut vraiment s'attaquer à la racine du mal, à mon avis. Parce que c'est vrai, on parle des signatures d'accords, mais le contenu de cet accord-là, en tout cas, je n'ai pas eu grand écho du contenu. Parce que lorsque les frères se fâchent l'un contre l'autre, c'est suite à quelque chose. Maintenant, est-ce que l'accord a été conclu sur ces frustrations-là, en tenant compte de ces frustrations-là? Voilà, moi je pense que c'est vraiment ce débat-là qu'il faut faire, à mon avis, pour le moment. Alors, monsieur Amadoun Diko, du côté des Peul, qu'est-ce qui a motivé cette signature de pacte entre vous et les Dogon? D'accord, merci pour m'avoir invité ici, me donner l'occasion de me parler de cet accord. Moi, en tant que président de la jeunesse Tapital Poulakou,
Je quand même félicite les initiateurs pour le retour de la paix dans le cercle de Koro entre frères Peul et Dogon. Et quand même, j'ai toujours à dire, même ici, et je le répète, il n'y a pas de conflit entre Peul et Dogon quelque part, si on me demandait. Mais encore aller, par exemple, Tabital Plakou, quand même, vous avez entendu le président de Tabital Plakou national sur les antennes de RFI, il dit qu'il n'a pas été associé. Tabital Plakou n'a pas été associé, cela est vrai. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour qu'on essaie de parler de cet accord. Quand même, Tabital n'a pas été associé du début, ni au milieu, ni à la fin de cet accord. Mais quand même, c'est une très belle initiative s'il parvenait à voir, s'il parvenait à rencontrer les vrais auteurs de ces crimes. Parce que ce n'est pas aller réunir les chefs de village, Dogon et Peul, qui sont contraints même de quitter souvent dans leurs villages respectifs, qu'ils vont parvenir à avoir la paix dans le cercle de Koro. Ce n'est pas les chefs de village qui sont responsables de ces conflits, ce n'est pas les chefs de village qui portent les armes. Il y a Dana Amasago qui est là-bas, il y a d'autres, il y a les djihadistes, il y a beaucoup de milices qui sont là-bas, qui tuent des gens. Et moi, je pense qu'il aurait dû quand même penser à se référer à ces gens-là, à identifier le mal, les auteurs du mal, et aussi aux auteurs-là de s'asseoir autour d'une table et de négocier entre eux, faire un dialogue très inclusif pour ramener la paix. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Alors, Adama Ndjongo, du côté des Dogon, qu'est-ce qui a motivé la signature de ce pacte? Merci bien, M. Sidibé. En fait, d'un moment où, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il fallait un jour venir à un accord, parvenir à un accord pour que la situation de belligérance continue, s'estompe et que les gens reviennent à vivre comme c'était dans le passé. Maintenant, dans la forme, en réalité, moi je crois que la démarche n'a pas été tout à fait inclusive. Et quand on prend territorialement la situation, c'est comme si l'ONG qui a piloté cette affaire a concentré tous ses efforts dans le cercle de Koro. Or, aujourd'hui, nous voyons que c'est l'ensemble du pays Dogon qui vit cette situation. Moi, je crois que s'il y a aujourd'hui une solution pour ce conflit dans cet espace, la partie exondée de la région de Mopti, il faudrait une solution globale pour les 4 cercles. Et non extirper un seul cercle et puis dire que c'est l'épicentre du problème, il faut régler là-bas et aller. Donc, je rejoins un peu M. Ducot pour dire que, en dehors de ce fait que Koro a aujourd'hui bénéficié d'une très grande médiatisation de ce conflit et qu'il est pris comme l'épicentre et que la solution doit partir de là-bas, moi je crois qu'aujourd'hui il faut aller au-delà de tout ça parce que ça s'est gangréné. Maintenant, les vrais acteurs qui sont sur le terrain, qui portent les armes, qui font les massacres, ceci, là, du moment où c'est une paix durable, inclusive qu'on veut, moi je pense qu'il faut essayer d'aller identifier les vrais acteurs dont les paroles peuvent nuire ou ça peut faire vraiment du bien. Et pour le moment, ce n'est pas ce qu'on voit dans cet accord. Et c'est un peu regrettable parce que l'ONG a fait quand même plus de 8 mois sur ce dossier. C'est une initiative salutaire, mais si au bout du rouleau, ça couche d'un accord qui est contesté de tous les parts, c'est pas aussi... Mais justement, vous avez parlé tantôt, c'est justement une trentaine de villages, une trentaine de chefs de villages qui étaient venus pour la signature de ce pacte-là. Mais que représente cette trentaine de villages par rapport à l'ensemble du problème même dans ces conflits entre Dogon et Peul? C'est justement ça le problème. Moi, au prime abord, quand j'ai vu l'accord, professeur, en fait, je l'ai vu, je l'ai lu. Quand j'ai lu l'accord, mon problème a été quoi? Que représente le poids de ces chefs de village sur l'ensemble du pays Dogon et sur l'ensemble des acteurs? Je me suis posé d'abord cette question. Quel va être réellement l'effet de leur signature sur le document, sur le terrain? Est-ce qu'ils maîtrisent les gens qui portent les armes? Est-ce qu'ils peuvent leur parler? Est-ce qu'ils peuvent même aller les rencontrer? C'est ça aussi le problème. Ces chefs de village ne peuvent même pas aller rencontrer ces gens qui sont sur ces territoires et qui portent des armes. Et justement, on annonce qu'immédiatement après la signature de l'accord, le mardi en 8, les gens même qui étaient partis pour la restitution de l'accord, il y a à peu près 3 villages qui ont été attaqués. Oui,
je vous affirme que ceux qui ont été attaqués n'étaient pas même loin de mon village. Et d'ailleurs, nous avons reçu des informations comme quoi aussi, avant même qu'ils ne viennent à Mopti, on leur avait déjà dit, si vous partez signer cet accord, en tout cas, attendez-vous à tout, parce que ça ne nous représente pas. Bon, mais je crois que les gens tenaient tellement à ce que les gens puissent présenter un accord et que ça pouvait être un bon départ que les choses ont été précipitées. Donc, il fallait donner un tout petit peu de temps et que l'ONG puisse vraiment ratisser large au sein de la population, ceux qui sont réellement représentatifs pour pouvoir mettre un accord accepté par tous. Alors, oui, on va vous revenir tout à l'heure, le temps de voir, d'avoir la réaction de Amadou Diko. Qui représente la trentaine des villages dans ce conflit-là, selon votre vision? Bon, quelque part, je rejoins mon grand frère Django, qui a pratiquement tout dit. Et je pense que ces chefs de village, quand même, ne pourront pas jouer un rôle qui va ramener la paix dans le cercle de Koro. Donc c'est un accord morné? En tout cas. Ils ont la bonne foi, mais la façon de faire n'est pas quand même la bonne. Alors, oui. Monsieur Kamara, oui. Je pense que les initiatives qui sont à la signature de l'accord sont en train, en tout cas, ces initiatives, elles oscillent entre mécanismes traditionnels et mécanismes modernes de résolution de tensions, je vais dire ainsi. Parce que si nous sommes dans un contexte traditionnel, que normalement les chefs du village, les chefs de famille, ils représentent l'autorité traditionnelle. Et c'est eux qui rendent le verdict. Lorsqu'ils ont pris une décision, les autres le suivent dans cette voie-là. Mais lorsque nous sommes dans le contexte de la modernité, jusqu'à quel niveau ces mécanismes peuvent être efficaces? Parce que les gens oublient souvent, une histoire est là, et sans faire trop de rhétorique, je vais peut-être retracer historiquement très rapidement. Nous savons qu'avant le XIVe siècle, c'est d'abord les Dogons, les Bambara qui sont dans l'actuelle zone-là, qui est l'objet de conflit, et qui sont essentiellement des agriculteurs. Et nous savons que Ségou Amadou est venu vers le XIVe siècle et il a fondé le royaume de Massina. Et nous savons que ce royaume de Massina avait opté pour la charia malikite, c'est-à-dire que ça s'apparente au Kadiria. Et c'est là où maintenant tous ceux qui étaient non-musulmans ont été contraints à épouser la religion musulmane, y compris les Dogons. Et d'aucuns disent que les Dogons ont tellement été oppressés qu'ils ont même fui dans les montagnes. C'est-à-dire ils sont allés se réfugier là où ils ont cru que personne ne pouvait les atteindre. Et lorsqu'il y a eu une frustration du genre, moi je pense qu'au lieu juste d'appeler les gens, de mettre une peinture superficielle, c'est-à-dire prétendre que c'est un accord, qu'il faut mettre sur la table les vrais débats de société. Parce que si aujourd'hui il y a une suspicion, c'est que de par l'histoire, quelque chose s'est passé. Et les Dogons ont désormais peur. Et chaque fois qu'effectivement qu'ils voient que dans la zone, c'est l'islamisme qui est en train de monter en puissance, les Dogons sont marqués encore par cette psychose-là, qui leur a déjà frappé de par l'histoire. Donc moi je pense que pour amener les gens à signer un accord de paix, qu'il faut remettre tout ça sur la table et qu'il faut donner des garanties réelles. Mais simplement faire asseoir deux camps pour leur dire, bon, désormais vous allez vous accepter, vous allez laisser l'un ou l'autre aller fréquenter le marché. C'est facile de le dire. Mais selon vous, dans ce cas, quelle peut être la valeur juridique quand même de l'accord ici présent? Je ne pense pas qu'effectivement que cet accord ait en tout cas une certaine valeur juridique. Certes, ça a quand même une valeur sociale parce que c'est quand même des frères qui se sont assis et qui ont voulu en tout cas convenir de quelque chose. Mais jusqu'à où ça engage les deux parties signataires? Est-ce que ça a été précisé dans le document? Moi, je ne le pense pas. Voilà. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Pacte de non-agression entre Peul et Dogon, la paix est-elle possible? Pour en débattre, nous avons fait appel à M. Ishaka Kamara, il est sociologue à l'université de Bamako. M. Amadou Diko est président de la jeunesse Tabital Poulakou. Adama Djongo est de la jeunesse Djina Dogon, il est président de l'association Dogon Vision. Alors, M. Amadou Diko, selon vous, quels sont les défis majeurs liés quand même à
la réussite de cet accord? Parce qu'on pressent déjà, selon vous, que c'est un accord morné. D'accord. D'abord, moi je pense que je vais quand même un peu revenir sur ce que M. Kamara a dit. Sékou Amadou, ce n'est pas du XIVe siècle, je pense que c'est du XVIIIe siècle. Et Sékou Amadou, avant même... Vous voulez dire bien avant lui, quoi. Ah, d'accord. Bien avant lui, la zone était habitée d'abord par les Bambara, les Dogons, etc. Et que lui, c'est plus tard. Oui, c'est vrai, mais même Sékou Amadou date d'après. Parce que moi, je sais personnellement, dans mon village actuel a fait plus de 172 ans avant même la naissance de Sékou Amadou. Donc, ce n'est pas parce que Sékou Amadou est venu imposer la Sharia à la communauté Peul, Dogon et je ne sais pas, Bamana, que c'est la date du début des Peul. Non, il est venu trouver... Allons-y avec les défis majeurs. Oui, j'arrive. C'est un peu pour revenir sur ça. Et quelque part, moi, je dirais même que je vous ai dit tout de suite que les Peul et les Dogon ne sont pas en conflit. Pour preuve, Django est là, nous ne sommes pas en conflit. Ce matin, j'étais avec le président de la jeunesse, Sidina Dogon. Nous ne sommes pas en conflit. J'ai beaucoup d'amis Dogon. Et eux aussi, ils ont beaucoup d'amis Peul. Nous ne sommes pas en conflit. Nous disons tout simplement qu'il y a une situation que personne ne maîtrise, même l'État. L'État a démissionné en quelque sorte, qui l'a poussé à créer, par exemple, une milice terroriste qui est en train peut-être de compliquer davantage la situation parce que Dana Amasabou ne représente pas la communauté Dogon, à ma connaissance. Aucun membre de Dina Dogon... On va revenir au cas d'Dana Amasabou. J'arrive. Donc, pour parler d'abord d'un accord entre Peul et Dogon, moi je pense que allons vers Dana Amasabou et les autres milices, au lieu de toujours se concentrer sur Peul, Dogon, parce que ça augmente les tensions souvent. Le fait même d'entendre ça, ça fait mal. Parce que nous ne sommes pas en conflit, qu'on nous impose à être en conflit, quelque part. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, le gouvernement même qui a imposé cette phrase-là, le conflit intercommunautaire qui n'a jamais existé pour nous. Et je viens de Douanza avant-hier seulement, je sais qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire là-bas. Nous vivons en parfaite harmonie, aucun problème. Et moi, je pense que tout ce qu'il faut faire, cet accord, il faut quelque part le revoir. Il faut essayer de toucher toutes les couches, toutes les communautés qui sont dans la région de Mopti, pas seulement le cercle de Koro, dans le cercle de Djenne, dans le cercle de Bankas, de Douanza et Koro, et même Banyagara, essayer d'asseoir tout le monde, et même une partie de Ségou. Essayer de rassembler tout le monde, de discuter, identifier les vrais problèmes et aller à un dialogue, à un accord définitif qui n'est pas tout simplement aller signer par les Canadiens ONG, revenir nous dire qu'on a signé un accord. Moi, je ne pense pas qu'il y aura quand même grande chose. Ça, je doute fort. S'il vous plaît. Oui, allez-y rapidement. Je voudrais un peu, effectivement, je suis d'accord avec M. Ducot. Au fait, ce n'était pas pour dire que ce sont les Peuls qui sont fautifs. Oui, au fait, j'ai juste essayé de cerner un petit contexte. On va dépasser cette parenthèse. Voilà, historique. Au fait, je suis d'accord. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de conflit, c'est vrai, j'ai préféré le terme tension à celui du conflit. Voilà, moi je préfère frustration, je préfère même tension, mais il y a quand même un problème. Oui, il y a quand même un problème. Vous-même, vous l'avez dit, deux frères qui cohabitent pendant des siècles. À un moment donné, quand les gens viennent quand même, voilà, en venir jusqu'à la main à prendre des armes, on peut dire vraiment qu'il y a en tout cas un problème réel. Je suis vrai, il y a quand même des implications souvent qui ne disent pas forcément leur nom. Mais comme je l'ai toujours dit, moi, je pense qu'il y a un problème réel, parce que ce soit le Peul ou que ce soit les Dogons, les uns et les autres se sont censés frustrer à un moment donné. Et c'est suite à quelque chose. Voilà. Et moi, je pense que quand on doit les faire asseoir pour signer un quelconque accord, on doit faire de sorte à tenir compte des inquiétudes et des uns et des autres. Mais ça ne sert à rien juste de les appeler, de leur dire « vous êtes des frères pendant des siècles, faites la paix ». On ne fait pas la paix à ce prix-là. On fait la paix en prenant en compte les inquiétudes réelles des uns et des autres. Alors, Adam Djongo, quels sont les défis majeurs liés quand même à la réussite de cet accord-là? Bon, moi je crois que cet accord, on peut le considérer comme déjà un embryon qui est là et qui doit être amélioré, qui doit être revu sur certains de ses aspects, surtout les différents aspects d'inclusivité. C'est-à-dire que élargir un peu la base des consultations, identifier les personnes qui peuvent vraiment être très représentatives dans la zone et les amener à enclencher un processus
pour mettre fin un peu à la belligérance. Moi, je vais parler comme ça. Maintenant, moi, je crois que, M. Diko, je ne suis pas d'accord avec vous. Essayer de réduire un peu toute la situation du pays Dogon à la situation de Dana Massagou, c'est vraiment essayer de minimiser. Parce que Dana Massagou n'était pas là. Il est venu suite à une situation, comme le professeur vient de le dire. C'est parce qu'il a enregistré dans ses rangs plusieurs assassinats ciblés qu'il a envoyé à s'organiser, à dire « Ah, si on ne s'organise pas, on risque d'être exterminé. » Et nos villages aussi risquent de disparaître. Voilà les raisons qui les ont amenés à s'organiser. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas seulement réduire la situation à l'existence de Dana Massagou, qui serait peut-être armé par l'État. Et ça, je crois que ce n'est même pas vrai. Et si je me réfère un peu aux différents accords que j'ai vus dans tout ce processus-là. Oui, justement, quelle est la particularité quand même de cet accord-là par rapport aux autres? Par rapport aux autres, oui. Les premiers accords qui ont découlé des missions qui ont été sur le terrain, il a toujours été dit qu'il faut désarmer toutes les milices sur le terrain. Qui dit toutes les milices dit qu'il y a un groupe de chasseurs et il y a d'autres milices, peut-être si même on peut citer les ASS et puis d'autres groupes. Donc la particularité de cet accord de Sévaré de la semaine passée, c'est que cette fois-ci au moins, ils ont essayé de donner la parole aux chefs de village qui, pour eux, sont censés maîtriser les hommes de terrain. Donc, cette façon de donner la parole aux chefs de village et de les engager vis-à-vis de leur avenir, c'était bien. Mais leur poids réel sur la maîtrise des hommes, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Il fallait aller au-delà. Pourquoi ne pas faire venir les gens de Dana Massagou, les gens de l'ASS et puis beaucoup d'autres acteurs qui sont sur le terrain et qui peuvent vraiment jouer beaucoup de rôle dedans. Et même pourquoi aussi à Bamako? Parce que la source, souvent on le dit, hein, et bon, ces choses-là, on le dit en mots couverts, est-ce que ce n'est pas tiré quelque part des mains de Bamako, hein, des hommes politiques, des grands chefs d'association? Ils sont là à Bamako, ils ont de l'influence sur le pays de Gon. Ils peuvent prendre part à cet accord-là. Je crois que c'est comme ça. Mais justement, Dana Massagou a fait une déclaration, il a publié une déclaration en disant qu'il se désolidarise quand même de cet accord. Donc, nous allons suivre quand même un élément par rapport à cette déclaration. Dana Massagou n'est pas une milice, c'est un groupe de résistance face aux envahisseurs. En réalité, l'accord a été signé entre les chefs de village de Gon et Peul. Il y avait également certains chasseurs qui étaient là-bas, des chasseurs qui sont dans la résistance présentement. Maintenant, ce que nous n'avons pas beaucoup apprécié, dans un accord pareil, il faut une participation inclusive. Parce qu'en réalité, il y a des envahisseurs qui sont sur le terrain, il y a un groupe qui est là pour défendre la population. Alors, ceux-là qui envahissent, qui nous envahissent, est-ce qu'ils étaient présents au niveau de la signature? Point d'interrogation. Okay. Alors, au moment où on signait cet accord, au même moment, il y a eu nos villages qui ont été attaqués. Le lendemain des signatures, il y a eu des attaques. Même hier soir, il y a eu des attaques. Donc, nous comprenons difficilement la signature de cet accord-là. Nous voulons vraiment la paix, mais s'il faut la paix, il faut vraiment la participation inclusive de tout le monde. Le groupe de résistance a invité par ailleurs les signataires de la convention au nom de leur mouvement de se désengager sans délai. Qu'entendez-vous par là? À ce niveau, apparemment, il n'y a pas eu un consensus. Parce que pour signer au nom d'un groupe, il faut au moins que tout le monde participe. Donc si on fait appel à certaines personnes pour aller signer au nom de tout le monde, ça pose problème. Alors, je vous reviens toujours à Adama Djongo. Alors, quels sont les efforts à fournir de part et d'autre? Parce qu'il semblerait que les vrais acteurs qui ont pris les armes, quand même, ils ne font pas partie quand même de cet accord. Quels sont les efforts à fournir? Oui, c'est vrai, quand on lit le communiqué et quand on écoute même aussi le représentant de Dana Massagou qui vient de parler, on sent que peut-être qu'il n'y a pas eu une sorte d'implication de tout le monde dans l'élaboration de cet accord. Donc ça, je crois, ça peut répondre peut-être à une question de communication entre eux. Peut-être qu'il faut corriger
dorénavant. Et moi, je pense que le médiateur, celui qui se propose comme médiateur dans cette crise, doit aussi penser à tous ces aspects-là. Vous voulez faire concilier les gens, d'une partie ou d'une autre, il faut se rassurer que dans chaque camp, les gens sont au même niveau d'information de ce qui est en train de se passer. C'est très important. Ça, c'est un message que j'adresse à l'ONG HID. Désormais, si elle doit reprendre même le format, il faut qu'elle se rassure qu'au niveau des Dana, au niveau des Tabtal Poulakou, au niveau des Guinandougon, est-ce que les gens sont au niveau maximum réel, du même niveau d'information. Donc ça, c'est très important. Maintenant, pour la suite, il va falloir, comme je l'ai dit, comme c'est déjà un embryon qui est là, pourquoi encore ne pas repartir vers ceux qui se disent exclus, leur dire, bon voilà, il y a un embryon qui est là, essayons de l'améliorer. Maintenant, vos impressions, on prendra en compte tout ce que vous avez comme desiderata par rapport à cet accord. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer et essayer de mettre tout le monde là-dedans pour donner une chance à son application. Alors, Ishaka Kamara, vous avez écouté tantôt la réaction quand même de Dana Massagou. Ils ont été clairs, ils se désolidarisent et ils demandent aux chasseurs, aux gens qui étaient là au nom de leur regroupement, quand même, de se désengager. Alors, votre appréciation? C'est ça. Et malheureusement, je l'avais dit tantôt, que je pense qu'il y a un problème réel et je ne m'attendais même pas à écouter un témoignage du genre. Et voilà, malheureusement, comme je le disais, ce témoignage vient déjà confirmer mes soupçons. Et je suis d'accord avec M. Diongo qu'il faut l'inclusivité, ce qui veut dire qu'il faut privilégier un mécanisme de résolution diversifié. Au fait, c'est une erreur de vouloir globaliser ce problème-là. Il ne faut pas une solution globale, mais je pense qu'il faut... Au fait, comme je l'ai dit, il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a la logique traditionnelle et il y a la logique moderne. Ceux qui interviennent maintenant pour calmer un peu les tensions, ils sont en train d'osciller entre les deux, ne sachant pas comment, en tout cas, résoudre. C'est vrai, aujourd'hui, si nous étions dans les temps anciens, un seul mot du chef de village suffisait pour que tous ceux qui le suivent se calment. Mais le contexte aujourd'hui, il est différent. Nos sociétés évoluent, les gens évoluent, les mentalités avec. Il semble que c'est la logique moderne qui anime aujourd'hui les jeunes. Or, ce sont les jeunes qui sont des acteurs importants de cette tension-là. Et maintenant, jusqu'à quel niveau ces jeunes-là réellement restent fidèles au verdict rendu par le chef de village? Parce que, voilà, celui qui vient de parler, il l'a dit, en aucun cas, ça ne les engage. Ça n'engage peut-être que les vieux-là qui ont pris part à la signature de l'accord. C'est pourquoi moi, j'ai dit qu'il faut un mécanisme de résolution diversifié. Et là, il a parlé de l'inclusivité, il s'agit bien de là. Parce que les Dogons ne sont même pas confrontés aux mêmes problèmes. Et de la même manière, les Peuls aussi, en fonction aussi des localités, ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes. Donc on ne peut pas vouloir prétendre résoudre ça par une solution globale. Il faut un système de résolution diversifié. Okay. Amadou Ndiko, quels sont les efforts à fournir de part et d'autre? D'accord. Maintenant, quand même, nous avons écouté le représentant, c'est pas l'intervenant. Oui, c'est Jimde. Voilà, où il a parlé au nom de Damna. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes tous d'accord. Et aussi, je pense que le problème du centre, c'est un problème très complexe. Et c'est pas seulement, on ne peut pas tourner juste autour de Dana Amassagou, de l'ASS que Django vient de dire, que moi j'ignore, que je ne maîtrise pas, et je ne sais même pas s'ils ont des représentants ou pas. On ne va pas les entendre peut-être. S'il existe, je ne sais pas si c'est pas sur les réseaux sociaux. Oui, je dis, je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Je revendique des attaques. Okay. Sur les réseaux sociaux, j'ai bien dit. Maintenant, en ce qui concerne Dana Amassagou, on sait que c'est quand même un mouvement qui a un récépissé, qui a été accueilli même par le chef de l'État à un moment donné, qui est connu et qui est joignable. Donc je pense qu'on peut les négocier facilement dans les conditions où on peut te voir. On t'a déjà identifié, on te connaît, vous avez un représentant, là ça peut être facile si on parvient à les amener autour d'une table. Et il ne faut pas oublier les questions du terrorisme qui est là à nous tuer. C'est-à-dire les terroristes, nous savons qu'on ne sait pas à qui s'approcher pour les atteindre. C'est très difficile parce que c'est des terroristes djihadistes qui sont là à tuer tout le monde. Et je peux dire que l'ethnie la plus... l'ethnie Peul a été quand même victime de ce terrorisme-là, parce que moi-même, j'ai toujours dit que, je l'ai répété, je suis l'exemple, parce que j'ai perdu pas moins de 9 personnes
très importantes qui sont des chefs de village, des élus locaux, ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire que même si tous les djihadistes étaient de Peul, on ne peut pas dire que tous les Peuls sont des djihadistes quelque part. Et même dans Amosagou, on ne doit pas s'en prendre aux Peuls parce que les djihadistes sont de Peul. Ce n'est pas comme ça, il faut s'en prendre aux djihadistes. C'est comme ça. Et ce n'est pas seulement les Peuls qui sont des djihadistes. On a entendu parler de Keïta, de Koulibaly, il y a des Dogons, il y a des Peuls, il y a des Bozo, tout le monde, y compris. Donc c'est une source du mal qu'il faut combattre. Il ne faut pas se dire simplement que parce que le leader, bon, même le leader, on sait que c'est un Touareg. D'ailleurs, c'est eux qui dorment dans nos hôtels ici à Bamako. On ne peut pas s'attaquer à eux tous. Donc je pense que pour avoir une solution, essayons de s'approcher aux groupes, aux mouvements qui sont approchables et essayer de combattre les terroristes. Parce que même si tous les mouvements, dans Amosagou, ASS, que je venais de dire, et d'autres mouvements ici existent, s'asseoir autour d'une table et accepter de signer un accord, tant que les djihadistes continuent et persistent à tirer, il y aura toujours des problèmes très sérieux qui vont nous entraîner dans une autre situation plus chaotique peut-être. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau avec nos invités Ishaka Kamara, sociologue à l'université de Bamako, Amadou Ndiko, président de la jeunesse Tapital Poulakou, Adama Djongo de la jeunesse Djina Dogon, et le thème c'est pacte de non-agression entre Peul et Dogon, la paix est-elle possible? Alors Adama Djongo, voilà. Déjà, Adana Amassagou essaie de solidariser. Et on a entendu, en tout cas le Premier ministre est personnellement engagé à désarmer toutes les milices dans la zone. Alors le gouverneur est venu en plus, après la signature de cet accord, il a menacé quand même. Quelle est l'implication quand même de l'autorité régionale dans cette affaire de pacte entre Dogon et Peul? Bon. Ce qui est demandé à l'État n'est pas si compliqué que ça. Il y a une situation d'insécurité qui est là, qui s'équime. Il a été demandé à l'État dans tous les comptes rendus des différentes missions. Il a été demandé à l'État de déployer des forces suffisantes pour sécuriser la zone et on ne parlera plus ni de Dana Amassagou, ni de terrorisme, ni de assassinat, ni de quoi. Et c'est ce que l'État n'arrive pas à faire. Bon, si l'État n'arrive pas à faire cela, les gens quand même ne vont pas s'asseoir et puis les bras croisés, voir du matin au soir leurs enfants qui vont paître, leurs troupeaux se font tuer. Et dès qu'ils sortent du village pour cultiver, ils se font abattre. Ils ne vont pas s'asseoir pour regarder ça. Il faut que le Premier ministre et le gouvernement et le gouverneur aussi de la région de Mopti puissent comprendre ceci. C'est plus facile peut-être de sortir sur les médias, dire nous menaçons ceci, nous menaçons cela, mais il faudrait réellement qu'ils regardent aussi la réalité du terrain face à face pour voir les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Donc, M. Sidibé, je pense que l'État doit redoubler les efforts. À mon avis, au lieu de faire des menaces, et donner des ultimatums, l'État doit faire des efforts. Même hier soir, le village de Douna a été attaqué par à peu près 25 personnes comme ça, qui sont venues à l'attaque. Les villageois se sont défendus pour ne pas perdre leur village, pour ne pas perdre leur vie. Ils se sont vaillamment défendus, ils ont eu un mort de leur côté, mais ils ont pu repousser les assaillants jusqu'à 10 km. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Bon, ce n'est pas le lieu pour le gouverneur ou pour le premier ministre de venir de menacer les gens si vous ne faites pas ceci. Non. Apportez la sécurité et tout cela sera fini. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Amadou Ndiko. Ok. Quand même, comme venait de dire mon grand frère Diango, c'est très facile de menacer. Et je pense qu'il n'y a même pas lieu de menacer qui que ce soit parce que les premières personnes à aller vers eux pour déployer des forces de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sont ces différentes associations-là. Depuis le début, on les a toujours invités à faire ça et ils n'ont pas fait. À 15 km, par exemple, de Djéné, on sait qu'entre Koumaga, Kouakourou et Djéné, Koumaga se trouve au bon milieu. Et qu'à Kouakourou, il y a un camp, à Djéné, il y a un camp. On sait qu'il y a des assaillants qui viennent pour attaquer un village. On fait appel
au colonel, au commandant des jaunes, au gouverneur pour qu'ils interviennent et empêcher les tueries. Mais on n'a jamais quand même vu la présence de ces militaires-là. Donc quelque part, au lieu de nous menacer, de dire que gare à ceux qui vont saboter l'accord, ou ils verront ça, ou ils auront ça, on va le faire comme ça, moi je pense que de préférence, il faut aller à l'objectif. Il faut amadouer tout le monde, il faut approcher tout le monde et essayer de faire en sorte que la paix revienne. Quelque part, en menaçant certaines personnes, et même peut-être qu'ils sont acteurs, elles sont actrices, elles peuvent même faire en sorte que la situation devienne plus chaotique. Au lieu de t'aider à ramener la paix, elles auront un autre rôle qui est différent que tu souhaiterais. Vous voyez, donc quelque part, le général ne devait pas quand même menacer qui que ce soit. Il aurait dû simplement inviter tous les acteurs à venir s'associer à eux pour qu'il y ait quand même un accord définitif qui va ramener la paix dans la région du Mopti, au cas où il souhaiterait avoir une paix durable dans la région. Très bien. Ishaka Kamara, quelles peuvent être les mesures pour, lutter contre les contrevenants de ce pacte-là? C'est ça. Je crois que mes prédécesseurs déjà ont pris en compte bon nombre de mes inquiétudes. Mais moi, je vais peut-être insister sur un aspect qui consiste, je pense que l'État a tout intérêt à veiller, à accompagner les partis en face pour que les deux parties puissent s'approprier. Mais est-ce que vous pensez que l'État a ses moyens? Parce que Diko l'a tantôt dit, oui, la situation dépasse même l'État. Oui, je voulais revenir un peu sur ça. Et malheureusement, tout ça arrive à un moment où les efforts de l'État sont consentis ailleurs. Parce que n'oublions pas que depuis 2013, le Mali est d'abord confronté au terrorisme international. Les effectifs des FDS et tout ça ont été orientés en fonction de ça. Ce qui fait qu'en le faisant, pendant que nous étions occupés au niveau des frontières, il y a eu quand même des tensions émergées un peu à l'intérieur, au centre, et c'est très difficile d'avoir suffisamment d'effectifs pour faire face à tout ça. Mais moi, je pense que même s'il y a les effectifs, ce n'est pas la solution définitive. Moi, je pense qu'il y a déjà un calendrier agricole qui existait dans la zone. Il y a un calendrier de transhumance qui existe également dans la zone. Et nous savons que nous avons deux frères, les Peuls, qui, au départ, s'ils étaient nomades, se sont sédentarisés. Et de l'autre côté, nous avons les Dogons qui sont des agriculteurs. Les agriculteurs ont besoin de terres pour cultiver. Les éleveurs ont besoin également de territoires pour, en tout cas, ne serait-ce que faire brouter les animaux, les faire abreuver et tout ça. Moi, je pense que ça existe déjà au Mali, hein, et il faut simplement veiller au respect strict par les deux parties de ces calendriers-là. Parce qu'à l'origine, qu'est-ce qu'il arrive? Les uns et les autres ont eu l'impression que l'autre veut les étouffer. C'est cette impression qu'il faut éviter à tout prix. Parce que maintenant, nous savons que la pluviométrie est mauvaise, les pluies se font rares, les champs sont implantés un peu partout, et les territoires se font rares où les animaux peuvent s'aventurer sans problème pour aller brouter, s'abreuver, etc., etc. C'est très difficile vraiment d'éviter ce genre de trucs-là si on ne tient pas compte de ce facteur important, à mon avis. Ok. Voilà. Mais est-ce que selon vous, au regard de tout ce qu'on vient de dire, il y a espoir? Il y a espoir, bien sûr, il y a espoir. Il y a espoir. Et sur quoi fondez-vous cet avis? Voilà, moi je fonde sur ça parce que je sais qu'on l'a dit que ce sont ces deux frères qui cohabitent déjà pendant des siècles, mais même entre jumeaux, souvent il arrive des tensions, hein, c'est normal, hein, c'est inhérent même à la vie humaine. Mais il faut toujours se donner les moyens de parvenir à résoudre le différend. Voilà. Et comment le résoudre? C'est ce que je venais de dire tantôt. En tout cas, il ne faut pas minimiser ça et mettre une peinture superficielle en supposant que non, nous sommes des frères, il n'y a jamais de problème. Parce qu'au Mali, on évite toujours les vrais débats. La crise au nord, quand ça a éclaté, on a toujours dit il n'y a pas de problème entre les sudistes et ceux qui sont au nord, nous sommes des frères. Jusqu'à ce que les gens ont pris les armes et ont commencé à tuer leurs frères. Il ne faut jamais minimiser ce genre de situation. Il faut se saisir du problème à bras le corps. Et comme je l'ai dit, il faut l'inclusivité, il faut une solution diversifiée, adaptée à chaque contexte. Et il faut veiller à ce que les uns et les autres respectent le calendrier agricole pour le cas, si vous voulez bien, des Dogons, et le calendrier de transhumance pour le cas des Peuls. Si personne n'empiétine sur le territoire de l'autre, comment voudrez-vous que les deux en viennent, en tout cas, qu'il ait des problèmes? Voilà. Moi, je pense que c'est ce que les gens oublient souvent dans ce cas-là. Les gens, on n'en parle pas trop. Ok. Voilà. Amadou Diko, est-ce qu'il y a espoir de réussir la paix dans cette zone entre Peul et Dogon? Oui, bien sûr. Il y a espoir parce que quand même, on ne peut pas
On ne peut pas continuer ça, comme ça éternellement. C'est sûr qu'un jour, quand même, nous allons nous dire merde, qu'on va s'asseoir autour d'une table et dialoguer, se comprendre et signer un accord définitif. Ça va arriver un jour. Et je pense qu'il faut la volonté ferme de l'État. Parce que quelque part, l'État ne joue pas pleinement son rôle. Il faut un déploiement des forces de sécurité dans toutes les zones, forcément. Il faut sécuriser les personnes et de leurs biens. Sans cela, rien ne va marcher. Si l'État reste ici simplement à dire qu'on va faire ceci, on va faire cela et que le temps passe, ça va être très compliqué. Mais un jour, Inch'Allah, il y aura la paix dans la 5e région et puis au Mali en général. Et vous, au niveau de la jeunesse capitale pour la course séjour, vous le voyez lointain ou bien proche ou bien... Comme le président vient d'être réinvesti parce qu'il est réélu pour un mandat de 5 ans, nous allons quand même le suivre, attendre ce qu'il va proposer et ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va comprendre qu'il a fait 5 ans sans rien pouvoir gérer et la situation a été très compliquée davantage. Ça s'est métastasé parce qu'ils ont toujours fait recours à un traitement palliatif qui n'a servi absolument à rien. Et je pense que maintenant, ils vont songer à avoir un traitement très radical, même s'il faut opérer le mal où il faut amputer pour ramener la paix, je pense bien. Alors, Adama Djongo, on sait que la jeunesse, au niveau de la jeunesse, entre Peul et Dogon, vraiment, on se donne la main pour réussir quand même la paix dans cette zone. Sur quoi fondez-vous votre espoir au niveau de Djina Dogon pour la réussite de la paix dans cette zone? Bon, M. Sidibé, vous savez, la relation, c'est-à-dire que la cohabitation entre Peul et Dogon a toujours été tumultueuse, hein. Faut reconnaître ça, parce que les deux communautés mènent des activités différentes, très difficiles à concilier sur un même espace, l'élevage et l'agriculture. Mais nos chances ont été que... Pourtant, ces activités sont complémentaires. Oui. Mais dans le temps, nos ancêtres ont eu l'intelligence nécessaire d'avoir entre eux des mécanismes propres pour régler chaque fois qu'un différend survient. Et aujourd'hui, je crois qu'il est encore temps pour nous de revisiter ces mécanismes-là et de les réinstaurer et vraiment que l'État nous aide, nous accompagne dans la mise en œuvre de ces mécanismes-là, plus que des mécanismes radicaux ou vraiment des menaces ou même, comme le professeur dit, des mécanismes modernes. Vraiment, ça va être un peu compliqué. Sinon, qu'au niveau de la jeunesse Djina Dogon, nous sommes en train de voir, comme déjà il y a un embryon d'accord qui est là, comment est-ce qu'il faut essayer de pousser les partis à élargir les bases de consultation et que ça devienne un accord plus global, inclusif. D'accord, oui, on est déjà pris par le temps, peut-être en quelques secondes rapidement. Oui, je voudrais dire que l'espoir est permis. Tout conflit, passé, présent et futur, se résout toujours par le dialogue. Très bien. Alors, nous disons merci à Ishaka Kamara, il est sociologue à l'Université de Bamako. Merci à Amadoun Diko, il est le président de la jeunesse Tapital Poulakou. Merci à Adama Djongo de la jeunesse Djina Dogon, président de l'association Dogon Vision. Alors, nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver, cette émission, sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mise en onde par Salim Djouara. La régie vidéo était assurée par Mamadi Keita. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.